Ça vous dirait un petit melting pot? Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau point lecture qui, comme son titre l'indique, sera un joyeux mélange de plusieurs genres littéraires. Grosso modo, aujourd'hui je vais vous parler de romans fantastiques, de contemporains et de thrillers. Autant vous dire que, comme on dit chez moi, il y aura à boire et à manger. Mais au niveau des avis, je dois reconnaître que dans l'ensemble, ça a tous été des bonnes lectures. Il n'y a pas de grosse cata, donc c'est parti pour un point lecture plutôt positif. Et je vais débuter ce point lecture en vous parlant du tome 3 de Jackaby, Les fantômes du passé, écrit par William Ritter aux éditions Bayard. Bon alors vous vous en doutez, je ne vais pas vous faire un résumé de ce roman-ci puisqu'il s'agit du tome 3 d'une série, mais je vais vous rafraîchir un petit peu la mémoire par rapport à la saga Jackaby. Il s'agit donc d'une saga fantastique à mi-chemin entre un Sherlock Holmes et les animaux fantastiques. Comme ça plante un petit peu le décor. Cette histoire est racontée du point de vue d'Abigail, qui est une jeune fille qui est en soif d'aventure, qui a quitté son Angleterre natale pour arriver aux États-Unis et qui s'est un petit peu par hasard faite embaucher par le mystérieux et un peu bizarroïde Jackaby, qui est une sorte de détective privé du paranormal. J'avais lu le tome 2 de cette saga il y a un petit moment et ça y est, j'ai enfin sorti le 3e tome de cette série politico-fantastique et je vous avoue qu'au début de ma lecture, j'ai un petit peu regretté d'avoir autant fait traîner la lecture de ce tome 3 parce que j'avais un petit peu de mal à me remettre certains éléments en tête, dirons-nous. Mais malgré tout, je reconnais qu'assez vite durant ma lecture, les choses me sont revenues en tête et ça n'a pas trop posé de problème pour la suite. Il va être assez difficile pour moi de vous parler de ce roman puisque, comme je l'ai dit, il s'agit d'un tome 3 et je n'ai pas envie de vous spoiler quoi que ce soit. Néanmoins, je peux vous dire que je me suis une fois de plus régalée avec cette saga. Alors oui, soyons clairs, je lis peu de romans fantasy fantastiques, mais j'aime vraiment beaucoup l'univers proposé ici par William Ritter, un univers, comme je l'ai dit, à mi-chemin entre un Sherlock Holmes et les animaux fantastiques. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le fait que dans ce 3e tome, encore plus que dans les autres il me semble, l'auteur a vraiment intégré dans cette histoire des créatures magiques que l'on connaît, comme par exemple les faées, ou encore des mythes et légendes du monde, comme des légendes vikings ou d'autres irlandaises. Ça, c'est vraiment une part de récit que j'ai énormément aimé. Malgré tout, je regrette peut-être juste que l'auteur n'ait pas pris un petit peu plus de temps pour développer son univers magique et surtout les explications autour de ces créatures magiques et de ces mythes et légendes avancées. J'ai eu le sentiment que ce tome 3 était un petit peu différent des tomes précédents. Alors même si effectivement là encore on a une histoire de fond avec une enquête et un mystère à résoudre, d'ailleurs autour d'un personnage, dirons-nous, récurrent, mais j'ai surtout le sentiment que c'était presque un tome de transition entre le tome 2 et surtout qui préparait quelque part au grand final du tome 4. Oui, parce que j'étais persuadée qu'il s'agissait d'une trilogie, mais lorsque je me suis lancée dans la lecture de ce 3e tome, j'ai eu la surprise de voir qu'en fait ce serait une saga en 4 tomes. Donc je pensais lire la fin et en fait non. J'ai d'ailleurs vaguement cru comprendre que le 4e tome sortirait en août prochain en France. Oui, parce qu'il a déjà été publié en VO. En tout cas, j'espère qu'il arrivera effectivement cette année parce que j'ai très envie de découvrir ce 4e et dernier tome et d'avoir enfin ce grand final qu'on attend vraiment en lisant le tome 3. Un tome 4 que j'imagine encore bien plus sombre et qui promet de mettre nos personnages vraiment à rude épreuve. Et puis surtout un 4e et dernier tome qui promet, en tout cas c'est ce que j'espère, d'apporter son lot de réponses par rapport à l'un de nos personnages principaux, personnage sur lequel on en apprend beaucoup plus dans ce 3e tome et c'était hyper chouette et hyper intéressant. J'ai vraiment adoré toute cette partie. Mais vous vous en doutez, motus et bouche cousue, je ne vous dirai pas de quel personnage il s'agit. J'aime toujours autant les différents personnages, que ce soit Abigail avec son caractère courageux, brave et vaillant, ou encore Jenny que j'ai trouvé vraiment touchante, qui se révèle et porte de très belles valeurs dans ce tome-ci. Et bien sûr, Jackaby avec son
humour pince sans rire, son côté parfois peut-être un petit peu trop prompt à prendre les choses au pied de la lettre et son caractère faussement calme. Bref, une très belle équipe où chacun trouve sa place. Par contre, je dois reconnaître que j'ai eu un petit souci avec un personnage que l'on voit de façon assez furtive dans ce tome. D'ailleurs, on ne l'a jamais rencontré dans les tomes précédents. C'est vraiment un nouveau personnage qui pop un petit peu comme ça, venu de nulle part, et qui a finalement assez peu d'importance dans ce roman, puisque en effet, on a 2-3 scènes avec un personnage trans, ou non binaire d'ailleurs, je ne sais pas vraiment. Alors en soi, je n'ai rien contre ce type de personnage, bien au contraire. Le problème pour moi, c'est qu'ici, l'introduction de ce perso n'a strictement rien à voir avec le reste de l'histoire. J'ai vraiment eu ce sentiment durant ma lecture que ce personnage arrivait un petit peu comme un cheveu sur la soupe, qu'on l'avait introduit juste parce que c'est en vogue en ce moment de mettre en scène ce type de personnage, ou peut-être même qu'il était une sorte de caution morale pour dire « Hey, vous avez vu, hein, nous aussi on introduit de la diversité dans notre saga. Hein. » Alors oui, bien sûr, je dis 1000 fois oui à la diversité, mais il faut que ça ait un sens. Or ici, pour moi, ça n'en avait aucun dans cette histoire, ou alors ça a été fait de façon tellement maladroite que ça donnait vraiment ce sentiment que ce perso était juste là pour qu'on puisse cocher la case caution morale. Et c'est d'ailleurs hyper dommage parce que ce perso aurait vraiment pu être super intéressant, mais je l'ai trouvé vraiment trop mal amené et trop mal développé, en tout cas à mon goût. Alors à tous ceux qui auraient lu ce tome 3, n'hésitez surtout pas à venir en parler avec moi, savoir si c'est moi qui ai mal interprété les choses ou si vraiment il y a un problème avec le travail qui a été fait, je dirais, autour de ce personnage. Malgré tout, comme je l'ai dit, on a de beaux messages et de belles valeurs distillées dans ce tome-ci. Un roman donc parfaitement adapté au public ado auquel il s'adresse à la base, mais également à un public adulte qui, comme moi, lit assez peu, je pense, de fantasy et qui est plutôt adepte de ce côté un petit peu enquête. Donc vraiment, vivement la sortie du 4e et dernier tome. D'ailleurs, si vous avez des infos à ce propos, s'il vous plaît, donnez-les-moi en commentaire parce que vraiment, je suis beaucoup trop impatiente de lire le 4e tome, en espérant bien sûr qu'il clôture comme il se doit cette très sympathique saga fantastique. Vous l'aurez donc compris, si comme moi vous lisez peu de cette littérature et que vous êtes plutôt accro à l'univers Sherlock Holmes, je pense vraiment que vous pourriez trouver votre compte dans la saga Jacobite. En tout cas, moi je l'ai trouvé. Passons désormais à un tout autre genre littéraire. D'ailleurs, j'aurais beaucoup de mal à classer finalement ce roman dans un seul genre littéraire, puisque j'ai enfin lu Fidèle au poste d'Amélie Antoine aux éditions Michel Lafon. Je dis enfin parce que je crois qu'il y a au moins 1 an et demi, voire 2 ans que j'avais acheté ce bouquin. Pourquoi je ne l'ai pas lu avant ? Aucune idée, parce que vu tous les retours positifs que j'ai pu entendre autour d'Amélie Antoine, franchement, je sais pas ce qu'il me fallait de plus pour me faire sortir ce bouquin, à part un auto coup de pied au cul, ce que j'ai fini par me mettre. Bon alors je vous préviens, je vais vous faire un résumé de l'histoire, mais finalement, il faut vraiment pacifier. Oui, dit comme ça, c'est assez bizarre, mais croyez-moi, je peux vraiment pas vous en dire plus. Alors au début de ce roman, on va suivre un couple, Gabriel et Chloé, un couple, j'ai envie de dire plutôt lambda, sauf qu'un jour Chloé va décéder, elle va se noyer tout simplement, elle a l'habitude d'aller nager et on va retrouver son corps noyé. Alors bien sûr, Gabriel, son mari, est au bout de sa vie, hein, faut dire les choses comme elles sont, il a beaucoup de mal forcément à s'en remettre, il finit par rentrer dans une sorte de groupe de parole histoire de trouver des solutions pour continuer à avancer, et dans ce groupe de parole il va faire la rencontre d'une jeune femme qui va chambouler pas mal de choses dans sa vie. Alors oui, je sais, dit comme ça, on a l'impression franchement d'avoir le résumé d'une romance, mais je peux vous assurer que ce n'est pas du tout le cas, ou en tout cas pas que. Bref, quand je vous dis que ce bouquin est totalement inclassable,
Je peux pas mieux résumer la situation. J'ai donc enfin découvert ce roman qui est d'ailleurs le tout premier roman d'Amélie Antoine qu'elle a pu faire publier. Roman qui m'a clairement beaucoup plus convaincue que Les Secrets que j'avais lu d'elle, qui avait été une lecture, ma foi, plutôt sympa, mais loin de ce à quoi je m'attendais et qui n'avait pas su complètement m'embarquer. Or ici, pour moi, on était un cran au-dessus, alors que pourtant, c'était son premier roman. Alors, comme je l'ai dit, il ne faut absolument pas se fier ni au résumé, ni même d'ailleurs à la première moitié de ce roman, parce que l'auteur finalement balade complètement son lecteur de façon originale, intelligente et intéressante. J'ai tout d'abord aimé le début de ce roman, de ce récit à 3 voix. J'ai trouvé que l'écriture d'Amélie Antoine était fluide, entraînante et agréable à lire. J'ai trouvé ça super original qu'au début de cette histoire, l'auteur prenne le parti de faire parler entre guillemets une morte, puisqu'on a le point de vue de Gabrielle, on a le point de vue de Chloé, sa femme décédée, et aussi le point de vue de la jeune femme qu'il va rencontrer. Je me suis donc dit, chouette, voyons voir où est-ce que ça nous mène de nous faire parler ce fantôme qui voit un petit peu la façon dont son mari continue sa vie. Et puis au fur et à mesure, j'ai eu franchement très peur de tomber dans une banale romance contemporaine, mais parce qu'il y a un mais, il n'en fut rien. Et ça, vous vous doutez bien, pour mon plus grand plaisir. Parce que la romance et moi, rappelons-le, on n'est pas franchement copains. Arrive donc un moment où le roman bascule complètement, où l'auteur nous ouvre de nouvelles perspectives, de nouvelles thématiques, et je dois reconnaître que pour ma part, ça a été assez jouissif. Ce qui était très bien, c'est que je n'ai pas vu du tout venir ce retournement de situation. Alors oui, c'est un retournement peut-être pas ultra réaliste et qui m'a également fait pas mal penser à un film assez connu que j'aime beaucoup d'ailleurs. Néanmoins, j'ai trouvé que c'était un choix assez judicieux. Mais j'aurais dû quelque part m'en douter parce que de ce que j'avais entendu, j'ai l'impression qu'Amélie Antoine est un petit peu spécialiste dans le genre je vous fais croire un truc, je vous balade pendant une première moitié et bim, arrivé à la moitié de mon bouquin, je vous retourne le cerveau. Bah, c'est un petit peu ce qui est arrivé là. Un choix plutôt judicieux donc, puisqu'il permet entre autres de faire rentrer dans ce roman une nouvelle thématique, je dirais, et d'en faire une critique plutôt acerbe dont personnellement je suis tout à fait en accord. Malheureusement, vous vous en doutez, je ne peux pas nommer cette thématique parce que ce serait extrêmement spoilant. Néanmoins, je trouve que c'est un thème qui est toujours d'actualité dans notre société et peut-être même plus encore que jamais. Un roman donc qui, même s'il ne date pas d'hier, est loin d'avoir vieilli et bien au contraire, je dirais même qu'il est encore plus que jamais d'actualité. Et j'espère que peut-être potentiellement il en fera réfléchir certains, même si j'avoue en douter. Ah, c'est rageant, je voudrais beaucoup plus pouvoir développer mon propos, mais je peux pas parce que spoil. Et puis ce retournement de situation permet aussi d'explorer, je dirais, les rapports humains et plus encore les rapports amoureux sous un nouveau jour. Ce qui fait qu'on a une vraie évolution des rapports entre les différents personnages tout au long du roman et j'ai trouvé ça à la fois intéressant et dynamisant pour l'histoire. Je vous avoue qu'au départ, j'avais vraiment très peur que l'on tombe dans le niais, mais croyez-moi, ça n'a vraiment pas du tout été le cas. Et là, vous êtes obligé de me croire sur parole. Au contraire, j'ai vraiment trouvé que c'était une histoire très noire, très sombre, je dirais même acerbe, voire acide par moments, et ça, vous vous en doutez, pour mon plus grand plaisir. J'ai trouvé que dans l'ensemble, les personnages étaient plutôt bien dépeints, plutôt bien construits, et certains, à juste titre, m'étaient complètement antipathiques. Alors non, je vais pas vous mentir, ce roman ne va pas révolutionner la littérature, et certains points de l'histoire manquaient peut-être un petit peu de réalisme pour moi. Je pense qu'avec peut-être un petit peu plus de finesse dans l'écriture et dans certains éléments, ce roman aurait pu aller encore bien plus loin. Mais sincèrement, pour un tout premier roman, c'est selon moi une très belle réussite. Ça n'aura donc personnellement pas été un coup de cœur parce que,
comme je l'ai dit, certains aspects manquaient pour moi de réalisme et j'aurais peut-être aimé des personnages un petit peu plus complexes. Mais ça n'en reste pas moins un bon roman court, sorte de contemporain inclassable. D'ailleurs, on sent très bien que l'auteur aime jouer avec les genres littéraires et brouiller les pistes. Et surtout un roman qui, je pense, pourra plaire à un grand nombre de lecteurs dès l'instant où l'on accepte en fait de se laisser porter par l'histoire pour finalement se faire surprendre en beauté. Un roman qui m'aura indéniablement donné envie de poursuivre ma découverte des romans d'Amélie Antoine, surtout que, comme je le disais, j'ai cru comprendre qu'elle avait fait de ce brouillage des genres et des retournements de situation à la moitié un petit peu sa signature littéraire. Deux ingrédients qui normalement ont vraiment tout pour me plaire, donc c'est décidé, lors de ma prochaine sortie en bouquinerie, je me mets à la recherche d'un autre Amélie Antoine en espérant tomber une fois de plus sur une histoire bien ficelée dont elle semble avoir le secret. Et si ça pouvait être raison obscure, ce serait tip top parce que j'ai cru comprendre que c'était vraiment le best du best de ce que cet auteur avait pu écrire jusque-là. Et je vous avoue que du coup, après avoir lu celui-ci, j'ai franchement très hâte et je suis vraiment très curieuse de pouvoir découvrir Raison obscure. Parce que je crois que je n'en ai entendu vraiment que des retours positifs. On va continuer dans le contemporain, mais ce coup-ci j'ai envie de dire le contemporain beaucoup plus classique, et d'ailleurs toujours avec une Amélie, puisque j'ai également lu Frappe-toi le cœur d'Amélie Nothomb aux éditions Le Livre de Poche. Bon alors ce roman, je l'ai lu au mois de décembre, comme d'habitude avec Amélie Nothomb, c'est un roman extrêmement court, j'avais complètement zappé de vous en parler, donc je vais essayer de me rafraîchir la mémoire pour vous en parler au mieux, mais ça va pas être évident. Comme d'habitude avec cet auteur, nous n'avons pas de résumé sur la quatrième et en même temps ça se comprend vu que ces romans font toujours grosso modo 150 pages, du coup on tomberait très vite je pense dans le spoil. Tout ce que je peux vous dire c'est que dans cette histoire-ci on va suivre une jeune femme, enfin presque j'ai envie de dire de sa naissance à sa vie d'adulte, une jeune femme qui, lorsqu'elle est enfant, n'est pas aimée de sa mère. Mais je peux pas vraiment vous en dire plus. Bon alors il y avait franchement un moment que je n'avais pas lu d'Amélie Nothomb et ma foi ça a été plutôt agréable de retrouver son écriture. Le dernier que j'avais lu d'elle était Mercure il me semble, et comme dans Mercure ici j'ai retrouvé, vous savez, ce petit côté un petit peu conte moderne. En effet, même si l'écriture et l'histoire en elle-même est assez réaliste, on a ce petit quelque chose qui nous donne cette sensation un petit peu d'un conte raconté dont on attendrait fébrilement la morale. Même si peut-être, paradoxalement, après avoir terminé ce roman, j'aurais peut-être aimé justement un poil plus de réalisme à cause, je dirais, des thématiques qui sont ici abordées. En effet, on a ici des thématiques on ne peut plus réelles et malheureusement bien trop présentes encore de par le monde. Tout d'abord, Amélie Nothomb s'est attaquée à certains travers, je dirais, qui peuvent parfois diviser les femmes, tels que la jalousie, la convoitise ou même parfois la sournoiserie. Elle n'hésite pas ici à dépeindre des femmes viles qui par tous les moyens essayent vraiment de se montrer sous leur meilleur jour alors qu'en fait elles sont animées par des sentiments bien loin d'être nobles. Elle met du coup en scène des femmes qui sont capables de tout pour écraser leurs concurrentes et ainsi pouvoir se valoriser, voire se survaloriser aux yeux des autres. Et je pense que malheureusement dans notre vie, on a tous et toutes déjà croisé ce type de femme dont les dents rayent littéralement le parquet. Ou en tout cas, si vous n'en avez jamais croisé, eh bien je vous souhaite que ça continue. Et puis, elle s'attaque également à une thématique ô combien taboue, qui est celle tout simplement de l'absence d'instinct maternel, voire carrément du désamour qu'une mère peut avoir son enfant et des différences qui peuvent exister au sein d'une même fratrie. Elle parle de ces mères toxiques qui, de façon d'ailleurs consciente ou non, détruisent leurs enfants à des degrés parfois différents. Deux thématiques que j'ai trouvées ici plutôt bien abordées et de façon absolument pas édulcorée. Seul bémol pour moi, ces thématiques justement
permettait et même demandait vraiment à être beaucoup plus exploité, beaucoup plus creusé. Et comme d'habitude, avec Amélie Nothomb, c'était bien, mais malheureusement, qu'est-ce que c'était court. Et qu'est-ce que c'est dommage, parce que je pense que l'on va tous être d'accord pour dire que Amélie Nothomb ne manque pas d'idées. En plus de ça, son écriture est franchement agréable, à la fois intelligente et un brin soutenu sans jamais tomber dans le pompeux. Mais j'en arrive à me poser la question de savoir si ce n'est pas tout simplement une sorte de défi personnel qu'elle se met de ne jamais écrire des romans de plus de 150 pages. Ou presque. Bref, vous avez compris l'idée quoi. Donc, pourquoi? Pour moi, ce n'est pas le meilleur de l'auteur, même si ça a néanmoins été un moment de lecture très agréable. Un roman court donc, mais intéressant, et si j'ai peut-être été un petit peu déçue par la fin, qui à mon goût était un petit peu rapide et qui n'était peut-être pas le choix le plus judicieux, je dois reconnaître néanmoins que j'ai vraiment adoré le personnage principal qui est donc Diane, qui est pour moi la vraie force de ce roman. Un roman très court donc qui porte sur la maternité, sur la féminité, sur les relations féminines autant que d'ailleurs sur les relations mère-fille. Néanmoins, si vous recherchez un roman vraiment profond et fouillé sur ces thématiques, je suis persuadée qu'il y a beaucoup mieux. Parce que, une fois de plus, je pense trop court et du coup, thématique pas assez exploitée. Dune tombe qui fait Dune tombe en somme, un roman donc court mais plutôt agréable qui vous occupera, je pense, pendant quelques petites heures. Parce qu'une fois de plus, je rappelle, c'est quand même très vite bouffé. D'où le fait que personnellement, je les achète toujours en format poche et en général même en occasion. Parce que là, on est sur du 155 pages et mettre 25 balles pour 155 pages, ça a beau être Amélie Nothomb, faut pas déconner. Mais ce n'est que mon avis personnel. Et je terminerai ce point lecture avec l'un de mes genres de prédilection, vous le savez, puisque j'ai également lu il y a peu de temps Les morsures de l'ombre de Karine Jebel aux éditions Pocket. Pour faire un rapide rappel, parce que je vous ai montré ce roman en book-haul il n'y a pas si longtemps et comme vous l'aurez donc compris, il n'a pas traîné très longtemps dans ma pile à lire. Dans cette histoire, on va du coup suivre un homme qui un soir fait la rencontre d'une jeune femme. Il va la suivre chez elle pour boire un dernier verre. Le problème étant que le lendemain, il va se réveiller dans la cave de cette jeune femme séquestrée qui ne comprend pas comment il est arrivé là et surtout qui ne comprend pas du tout ce que cette jeune femme lui veut. Parce qu'elle n'a pas franchement l'air très commode et il se doute bien que ce qui va lui arriver ne va pas être très sympathique. Et personnellement, j'ai donc trouvé que c'était un roman court mais intense et entraînant comme sait très bien le faire Karine Jebel. Il y avait un moment que je n'avais pas lu de roman de cet auteur et puis à ce moment-là, je sais pas, j'avais envie d'une lecture courte. Du coup, je me suis laissée tenter par celui-ci et j'ai bien fait. J'ai donc tout de suite retrouvé son écriture extrêmement addictive et le côté très page-turner de ses romans. En effet, elle use de phrases courtes, très courtes parfois, incisives, qui vont vraiment à l'essentiel. Après, le revers de la médaille, c'est que du coup, parfois, cela manquait peut-être un petit peu de profondeur pour moi. Après, soyons clairs, je pense que tout simplement, ce n'est pas le but de Karine Jebel d'écrire des romans extrêmement profonds, mais plutôt d'écrire, je pense, des thrillers percutants dans lesquels on rentre très rapidement et que l'on a beaucoup de mal à lâcher. Et de ce point de vue-là, je ne peux que reconnaître que c'est franchement une réussite. J'avoue que j'ai eu un petit peu de mal avec les personnages parce que aucun n'est véritablement attachant et je comprends complètement que c'est totalement voulu au vu de l'histoire. Tous les protagonistes nous montrent principalement leur côté le plus sombre, je dirais, et c'est bien sûr ce qui nous permet de douter de tout et de tout le monde. L'un des bons points pour moi, c'est que j'avoue, je n'avais pas vu venir le dénouement. Un dénouement intéressant et bien mené, même si l'un des détails à propos de ce dénouement était peut-être un petit peu trop irréaliste à mon goût, disons. Pour résumer que le hasard fait parfois peut-être un petit peu trop bien les choses. Comme d'habitude avec Karine Jebel, on a une histoire
extrêmement sombre et une fin, je dirais, un peu cruelle à laquelle on ne s'attend pas forcément. Avec cet auteur, hein, je vous le dis, oubliez tout de suite les happy end, l'espoir et les bons sentiments avec elle on plonge vraiment dans ce que l'humain peut avoir de plus noir, de plus dérangé et parfois même de plus psychotique. Bref, vous l'aurez compris, avec Jebel, noir c'est noir, et si ce n'est pas du tout le type de lecture que vous aimez faire, alors oubliez complètement cet auteur. Ce n'est malgré tout, selon moi, pas son roman le plus gore. Alors oui, bien sûr, il y a de la violence dans cette histoire, je vais pas vous le cacher, hein, clairement il y en a, mais j'ai lu des descriptions, disons, bien plus dégueu dans d'autres de ses romans. Et puis il y a dans ce roman-là, vraiment, j'ai trouvé une grosse part de psychologie, chose que tout d'abord, vous vous en doutez très certainement, j'ai beaucoup apprécié et qui vient, je trouve, un petit peu contrebalancer finalement la violence physique dont il est fait part ici. Comme souvent avec Karine Jebel, les relations entre humains et même plus particulièrement entre hommes et femmes sont vraiment un point central de son récit. Alors je ne connais pas cette femme, je ne sais pas quelle relation elle peut avoir avec ses semblables, mais j'espère vraiment qu'elles sont beaucoup moins pessimistes et bien meilleures que celles qu'elle a l'habitude de décrire dans ses romans. Pour résumer, c'est selon moi un bon Karine Jebel, court mais percutant. Un thriller psychologique bien mené qui manque peut-être pour moi d'un petit peu de profondeur par moment. Néanmoins, ce fut pour ma part un bon divertissement et un thriller haletant que j'ai pratiquement d'ailleurs lu d'une traite. Et donc, bien sûr, je lirai d'autres romans d'elle parce que même si son écriture n'est pas parfaite selon mes goûts, néanmoins je dois reconnaître qu'à chaque fois, elle arrive complètement à me plonger avec elle dans les tréfonds et les noirceurs de l'âme humaine. Je vous l'ai dit, hein, si vous cherchez des histoires où noir c'est noir, je pense que Karine Jebel, ça peut clairement vous plaire. Après, j'ai prévenu, c'est bien souvent assez violent, bien souvent dégueu, mais voilà, au moins comme ça, vous savez dans quoi vous pouvez potentiellement vous lancer. C'est donc ainsi que se termine ce point lecture qui, comme vous l'aurez vu, aura été un joyeux melting pot qui, dans l'ensemble, aura été plutôt positif. Dernièrement, j'avoue que je fais des lectures plutôt réussies, voire très réussies, hormis une lecture que j'ai faite ce week-end et qui pour le coup a été une vraie cata, mais ça on en reparle très prochainement dans un prochain point lecture. Comme d'habitude, si vous souhaitez papoter avec moi de bouquins ou même d'ailleurs d'autres choses, n'oubliez pas, les commentaires sont ouverts. Toutes les infos utiles concernant les livres que je vous ai présentés, la chaîne, etc. sont bien sûr en barre d'infos. Et puis pour ceux qui seraient potentiellement pas encore abonnés, allez-y, lâchez-vous. Ici, on parle de bouquins sans se prendre la tête et de genres assez différents, même si bon, en général, je préfère quand même plutôt vous parler de romans noirs, de policiers et de thrillers. Comme ça, vous avez grosso modo le menu de la chaîne. J'espère donc vous retrouver très prochainement sur cette chaîne. En tout cas, moi, je serai au rendez-vous soit pour un book haul, soit pour un autre point lecture. Et bien sûr, comme d'habitude, je ne peux point vous quitter sans vous souhaiter paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!